Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui afin d'acquérir une vision simplifiée de la notion de stabilité des réseaux électriques. L'idée est de passer en revue les phénomènes principaux pouvant amener le réseau électrique à une situation d'incident généralisé ou blackout en anglais. Il est important de préciser qu'un incident généralisé, au-delà des coûts sociétaux et humains, a un coût économique qui peut se chiffrer en fractions de pourcents du PIB par journée. La stabilité d'un réseau électrique peut se résumer principalement dans la capacité du système à évoluer autour d'un point d'équilibre, tant du point de vue de puissance produite égale puissance consommée aux pertes près, que du plan de tension. Les déséquilibres peuvent induire 4 grands phénomènes d'instabilité ou de trajectoire vers un incident généralisé, à savoir les cascades de surcharge, la déviation de fréquence, la perte de synchronisme et enfin l'écroulement de tension. Ces phénomènes seront présentés et analysés dans cette séquence. Il est à noter que ces phénomènes sont liés entre eux. Il est d'ailleurs assez fréquent qu'un blackout soit initié par un seul de ces phénomènes qui en initie d'autres. Nous conclurons cette séquence en présentant les contre-mesures usuelles. Avant d'aborder les notions d'instabilité, il est important de comprendre une partie des phénomènes qui relient les déséquilibres de puissance à une grandeur globale du système, la fréquence. Sans équilibre entre les puissances produites et consommées sur le réseau, cette fréquence va dévier de sa grandeur nominale, garante du bon fonctionnement du système. En restant à des échelles de temps qui nous intéressent, typiquement de quelques centaines de millisecondes à la minute, il existe 2 propriétés principales qui permettent de gérer les déséquilibres entre les charges et les producteurs. La première est liée à une réaction instantanée, l'inertie des machines tournantes injectant de la puissance sur le réseau en connexion directe. En effet, lors d'une variation brusque de la puissance de la consommation ou de la production, la libération ou la captation systématique d'une quantité d'énergie stockée sous forme cinétique dans les machines tournantes des grosses centrales de production va se traduire par une évolution de la fréquence plus ou moins lente. Cette variation donne heureusement le temps aux gestionnaires de réseau de comprendre le sens du déséquilibre. En effet, lorsque la fréquence diminue, cela démontre un déficit de production et vice-versa. La seconde propriété est liée à la réaction pilotée des moyens de production. En effet, en 1936, 2 ingénieurs français, Jean Falloux et Georges Daerus, ont imaginé différents niveaux de réglage pour permettre à des systèmes multimachines de partager l'effort d'équilibrage sur plusieurs générateurs. Cela nous conduit à distinguer un réglage primaire et un réglage secondaire. Ces 2 types de réglages sont automatiques. Suite à une élévation de la charge qui va se traduire par une baisse de fréquence, l'ensemble des générateurs impliqués dans le réglage primaire vont augmenter leur puissance générée de manière autonome dans la demi-minute qui suit l'événement afin d'arrêter la dérive de fréquence. Le réglage primaire est défini en Europe par un incident de référence de 3 gigawatts ou perte de 3 générateurs nucléaires. À la charge de chaque pays de fournir la fraction de ladite réserve en fonction de son poids dans le système électrique européen. Afin de ramener la fréquence à sa valeur nominale, le réglage secondaire agit dans la foulée. Ce dernier est coordonné de manière centralisée et demande aux générateurs participants de modifier leurs consignes de sortie pour réaccélérer les machines, changer leurs consignes de production, afin de revenir à la fréquence nominale et restaurer au passage la réserve primaire. Afin d'illustrer le premier phénomène d'instabilité, qui correspond à la déviation de fréquence, nous pouvons nous appuyer sur la seconde partie du blackout italien du 28 septembre 2003. À 3 heures du matin, cette nuit-là, et suite à une cascade de surcharge que nous décrirons plus tard, l'Italie s'est retrouvée isolée du réseau européen et en déficit de production de près de 7 gigawatts. Après de nombreux délestages de secours, et malheureusement suite au découplage de 3 gigawatts de production décentralisée, étant descendus en deçà de leur fréquence réglementaire, la fréquence a fini par dévier au-delà du raisonnable, et ce par l'épuisement des groupes responsables du réglage primaire. L'Italie s'est alors retrouvée dans le noir. Le photomontage suivant montre l'effet que cela fait vu du ciel lorsqu'un pays se retrouve en quelques minutes en situation d'incident généralisé. Le second phénomène d'instabilité que nous allons découvrir dans cette séquence est la cascade de surcharge. Ce phénomène apparaît quand il y a un déséquilibre spatial important entre la production et la charge. C'est ce qui s'est passé en Italie en 2003, avant la déviation de fréquence. En effet, et pendant la nuit, l'Italie importe habituellement de l'énergie pour la stocker sous forme d'énergie potentielle dans des réservoirs d'altitude.
Cette nuit-là, l'importation était légèrement au-delà de la capacité d'un port, car une première ligne, entre l'Italie et les Suisses, a déclenché à 3h01 du matin. Ce n'est que 24 minutes plus tard que les autres lignes, reliant l'Italie au reste de l'Europe, ont déclenché suite à la surcharge obtenue par report de la charge de la première ligne. Le troisième phénomène d'instabilité est lié à la perte de synchronisme. Les alternateurs sont également appelés machines synchrones, car leur vitesse de rotation est proportionnelle à la fréquence du réseau électrique. La fréquence électrique étant la même dans tout le réseau, les alternateurs tournent tous de manière synchronisée. Pour simplifier, on peut considérer qu'il existe un lien élastique, ou couple synchronisant, entre les générateurs. Ainsi, l'ensemble des rotors, ces pièces mécaniques en rotation liées aux turbines, oscillent les unes par rapport aux autres. En situation normale néanmoins, tout se passe comme si les rotors étaient liés les uns aux autres de manière quasi rigide. En cas de sollicitation importante, telle qu'un court-circuit, il arrive que les générateurs perdent le synchronisme et se mettent à osciller à basse fréquence. Ce phénomène a été enregistré lors de l'incident de janvier 1997, où des oscillations sont apparues entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Ces oscillations des rotors ont aussi créé des échanges de puissance importants entre les deux zones, mais heureusement pas suffisants pour déclencher la ligne montrée en bas du graphique entre la France et l'Allemagne. Dans le cas où de plus grandes oscillations arrivent, on peut perdre ce synchronisme et l'opérateur de la centrale ou les protections de la machine ne peuvent que déconnecter cette dernière pour en éviter la dégradation. La problématique principale est que cette centrale, une fois déconnectée, va manquer pour assurer l'équilibre production-consommation, toujours aux pertes près. On va parler de rupture de synchronisme entre deux zones initialement synchrones lorsque l'ensemble des liens électriques disparaissent, comme en Italie en 2003. Le quatrième phénomène d'instabilité est l'écroulement de tension. Cette fois-ci, c'est l'incapacité à soutenir la tension du réseau par manque de source de puissance réactive et qui peut amener certains générateurs à perdre le synchronisme par manque de couple synchronisant. Ce phénomène d'écroulement de tension est souvent lié à un phénomène plus complexe faisant intervenir des automatismes de maintien de la tension, autrement appelés règleurs en charge, au niveau des réseaux de distribution. La haute tension baisse au niveau du réseau de transport, le règleur passe une prise pour maintenir la tension et appelle donc plus de courant, donc la haute tension diminue d'autant plus avec une chute de tension additionnelle. Un cas d'écroulement de tension s'est produit le 12 janvier 1987 dans l'ouest de la France, où l'ampleur de l'écroulement a fait déclencher 4 groupes de production. Les producteurs restants n'ont pas permis de maintenir une tension suffisante, un écroulement de tension a eu lieu pendant de longues minutes. Dès cette époque, des contre-mesures d'urgence ont néanmoins réussi à sauver le réseau national. La dernière partie de cette séquence synthétise les mesures que l'opérateur du réseau doit prendre afin de protéger les réseaux électriques lorsqu'ils sont confrontés à des événements importants. 3 types d'actions peuvent être distinguées sous l'angle temporel. Tout d'abord, la préparation. En effet, en anticipant les événements, en spécifiant les niveaux de marge de réglage, et même en gardant des marges de transit dimensionnées par la règle du N-1, plus les éventuelles actions curatives anticipées, des événements redoutés peuvent être contenus dans des limites raisonnables. Deuxième étape, la surveillance. En temps réel, on vérifie que les systèmes spécifiés peuvent répondre et que les grandeurs électriques sont dans les marges sécuritaires via des analyses cycliques. Enfin, on met en place des actions curatives en temps réel si le système n'est plus capable de faire face. Voici une liste des parades ultimes qui vont permettre d'éviter un incident généralisé. Comme première parade, on peut citer le démarrage des groupes de secours. Une seconde peut correspondre à une surcharge temporaire des générateurs au niveau de leur puissance réactive ou même active. Ensuite, on peut appliquer une réduction de la consigne de tension, voire le blocage des règleurs en charge, ce qui va permettre d'éviter les phénomènes d'écroulement de tension. Un délestage fréquence métrique automatique peut aussi intervenir. On parle alors de palier de délestage automatique prédéfini, accompagné d'un télédélestage à distance décidé par l'opérateur du réseau de transport si nécessaire, et peut être d'ici quelques années une action directe sur les puissances souscrites des compteurs intelligents. En dernier recours, et si l'ensemble des parades précédentes a échoué,
l'opérateur peut exécuter un découplage rapide du réseau et le passage sur gestion régionale, permettant de sauver à minima quelques parties saines et viables. Différentes notions ont été abordées dans cette séquence, qui montrent que la stabilité d'un réseau est liée à notre capacité à assurer un équilibre entre la production et la consommation, à chaque instant, aux pertes près. Nous devons néanmoins retenir que l'évolution de la fréquence dépend du déséquilibre charge-production. Le système électrique est relativement fragile. Cette fragilité est accrue du fait de l'intensification des marchés, de l'interdépendance des réseaux et de la part croissante des énergies renouvelables. Mais une préparation et une bonne surveillance diminuent de manière importante tout risque d'incident généralisé. La topologie du réseau dépend de l'interconnexion de ces ouvrages. Ainsi, la perte d'équipement peut amener à un report de charge et la perte de synchronisme d'un générateur amène à moins de capacité de réglage. La rupture de synchronisme entre deux zones, suivant qu'elle est programmée ou subie, peut réussir à sauvegarder une partie du système électrique. En cas de déviation de fréquence, la réserve primaire agit. En cas d'insuffisance de cette réserve, si l'ampleur du déséquilibre est supérieure à la puissance de réglage, l'action de la réserve primaire ne suffit pas à stopper la déviation de fréquence, qui se poursuit jusqu'à l'action des protections fréquences métriques pour les charges et les protections de découplage pour les producteurs. Il faut aussi retenir qu'il existe deux familles principales de solutions. Des solutions structurelles, telles que des renforcements ou l'ajout de nouveaux équipements, ou encore des solutions opérationnelles, telles qu'une préparation adéquate des opérateurs et une vérification des matériels afin de permettre une implémentation réussie des réactions en temps réel, voire des parades ultimes.